Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous avoir ce matin avec Jean-François Robin. Donc, nous allons faire notre traditionnelle présentation à deux voix des problématiques récentes sur l'inflation, les différents problèmes de chaîne de valeur, la situation du marché du travail, les perspectives de croissance, les banques centrales, les marchés et les différents problèmes structurels qui peuvent se poser. Et vous pouvez, bien entendu, pendant et juste après cette présentation, donc nous envoyer des questions. Nous répondrons aux questions dans une quarantaine de minutes, sur tous les sujets qui vous paraissent importants. Et comme d'habitude, avec Jean-François, on va se partager chaque sujet, chacun en apportant un morceau de contribution à l'analyse du sujet. Alors, dans l'ordre, je pense que ce qu'il faut faire, c'est commencer par regarder les déterminants traditionnels de l'inflation. Et puis ensuite, nous regarderons peut-être ce qui est un peu particulier dans la dynamique inflationniste dans cette période, en particulier aux États-Unis. Et alors, sur les déterminants traditionnels de l'inflation, le premier, évidemment, c'est la question des matières premières, et au sens très large, ce qui inclut le transport, les semi-conducteurs, etc. Où est-ce qu'on en est et quelle est la perspective? Vous avez évidemment d'abord la question des prix de l'énergie. Alors aujourd'hui, il y a la crise en Ukraine qui, effectivement, a repoussé vers le haut les prix de l'énergie. On a quand même une analyse qui est qu'on devrait avoir une relative stabilisation, d'une part dans le pétrole, parce qu'on a on le voit déjà, une remontée de la production à venir de pétrole de schiste aux États-Unis, avec un effort de forage et de reprise de ces forages par des petits indépendants, assez souvent dans le pétrole de schiste, qui va amener un supplément de production américaine. Il y aura la poursuite du redressement de la production à des quotas OPEP, de 400 000 barils tous les mois. Donc on devrait arriver à rééquilibrer le marché normalement dans la seconde moitié de cette année. Bien sûr, aujourd'hui, il y a une prime géopolitique qui amène le pétrole à 95 $. Mais quand vous enlevez la prime géopolitique, on est sans doute plutôt sur un prix relativement stabilisé, peut-être un peu en dessous de 90 $. Sur le gaz, il n'y a pas de problème de ressources. La production mondiale de gaz naturel est supérieure. Et vous voyez le prix du gaz ici aux États-Unis en bas est beaucoup plus élevé en Europe. Le prix du gaz, la production de gaz mondiale est supérieure à la consommation. Il y a un problème de logistique, problème de liquéfaction, de GNL, de transport, de déliquéfaction. Et cette logistique ne s'améliorera que lentement, parce qu'il faut construire des installations de liquéfaction. Sur les semi-conducteurs et sur le transport maritime, il y a une amélioration, vous le voyez là. Alors, dans l'industrie des semi-conducteurs, on trouve à peu près toutes les opinions, mais l'opinion qui commence à dominer aujourd'hui, c'est l'idée qu'on va se débarrasser du problème d'insuffisance de la production vers la fin de l'année. Sur le transport, ça va être un peu plus pénible parce que le problème, comme vous savez, c'est la capacité des ports, en particulier aux États-Unis, donc ça met plus longtemps à corriger. Alors, sur les métaux, vous avez à peu près tout, mais on a déjà quelque chose dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est que les métaux liés à la transition énergétique, c'est-à-dire le cuivre, le nickel, le lithium, le cobalt, etc., et les terres rares, ont des prix qui flambent. Le prix du lithium a été multiplié par 5, c'est assez impressionnant, et ça risque de continuer, parce que bien sûr, la demande est tirée par les besoins de batteries électriques, de réseaux, etc. Globalement, et je m'arrête là et je passe la parole à Jean-François, donc sur cette section matières premières au sens très large, on a construit un indice, et vous le trouvez dans la recherche, un indice global de cet ensemble de prix. L'énergie, les métaux, les produits agricoles, le transport, les semi-conducteurs. Cet indice global de tous ces prix a son pic en septembre 2021 et depuis, il descend. Alors aujourd'hui, en croissance sur un an, il est toujours en domaine positif. Mais quand on va arriver au milieu de cette année, on va passer en croissance négative sur un an. Donc, mon sentiment, c'est que, alors bien sûr, en ce moment, il y a cette prime géopolitique qui probablement va finir par s'enlever, mais qu'indépendamment du géopolitique, la tendance normale, ça va être sur la seconde moitié de l'année, la disparition, et même un peu plus que ça, de la contribution à l'inflation des matières premières. On devrait faire disparaître cette contribution, et même peut-être elle va devenir légèrement négative sur la fin de l'année. C'est pas parce si un prix, vous voyez, reste élevé mais plat, au bout d'un moment, il ne contribue plus à l'inflation. Alors les prix de l'énergie vont rester élevés, mais ils vont finir par leur contribution à l'inflation va finir par disparaître. Et donc ça veut dire que vers la fin de l'année, les inflations totales et les inflations sous-jacentes, ça devrait être à peu près le même chiffre.
Très bien, en effet, Patrick, c'est quand même ça, cette tendance générale. Hein, on voit bien que le pic des prix de la plupart des matières premières, y compris même on voit le cuivre, le lithium, hein, on a des choses. Alors, le lithium, il fait 400% l'année dernière, donc il ne va pas faire ça tous les ans. Mais on voit bien que même les matières premières les plus demandées sont quand même en train d'avoir vu leur pic. Et ce que disait Patrick, voilà, avec un effet de base comme ça, nous, on est assez d'accord avec la Commission européenne, avec l'OCDE, avec le FMI, pour dire que typiquement en zone euro, hein, on aura des inflations qui reviendront sous les 2% l'année prochaine. On a du mal, même en mettant du salaire, etc., à avoir des choses au-delà de ça. On est vraiment à 1,7, 1,8 en tirant les choses. Et donc, à cette aune-là, on reparlera des banques centrales tout à l'heure, mais ça veut dire que la Banque centrale, elle n'a pas besoin de faire grand-chose, quoi. Elle peut être quand même très, très prudente. Donc, on voit bien que les matières premières piquent. Et pourquoi, en plus, on pense que ça va s'accentuer. Donc, hein, encore une fois, l'effet base va devenir très, très fort à partir du moment où ça arrête de monter. Mais pourquoi on pense que ça va être un petit peu la tendance cette année? C'est que nous, globalement, hein, là, on veut vraiment, avec Patrick, accentuer le propos sur les grandes thématiques qui nous semblent importantes. Mais rappelons juste le scénario qu'on a chez Natixis, qui est un scénario peut-être plus accentué, mais en tout cas qui est dans sa tendance exactement le même qu'à peu près tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'on voit un fort ralentissement quand même. Hein, c'est le début de la normalisation à tout point de vue cette année, et notamment de normalisation des croissances économiques. Hein. Les États-Unis étaient à 6% de croissance au T4 de l'année dernière, en 2021. Nous, on les voit finir plutôt autour de 2, hein, voire limite 2 au T4 2022. Donc divisé par 3 la croissance. La Chine, elle va faire 5% de croissance, elle a fait 8% l'année dernière. Elle va faire 5% de croissance parce qu'elle baisse les taux, parce qu'elle met du budget. Elle va finir par remettre du budget. On voit, elle refait de la relance encore monétaire en desserrant le canal du crédit ce matin. Mais sinon, voilà, on a un vrai ralentissement sous-jacent très important de la Chine qui ne peut pas faire moins de 5% cette année. C'est les ententes du PC, etc. La réélection du grand timonier. Donc, on ne peut pas du tout faire moins que ça. Mais quand même, la sous-jacence, c'est que les États-Unis ralentit très fortement, la Chine également. L'Europe, on est encore un petit peu à la fin du V. Donc, on risque de faire encore 4% de croissance. Mais la réalité, c'est qu'on vient de 5. Donc, ça ralentit aussi. Donc, on a quand même dans une croissance mondiale qui est en train de se normaliser. Donc, qui dit croissance mondiale qui se normalise, a fortiori avec une Chine qui ralentit très fortement, les demandes de matières premières elles vont quand même baisser très nettement. Après, juste pour mettre un petit peu de long terme et ouvrir un peu la perspective, c'est vrai que nous, c'est ce que font nos analyses sur les métaux, notamment liés à la transition énergétique, lesquels vont vraiment être en demande. Donc, Patrick l'a dit, le lithium, le cuivre, le cobalt, avec aussi plein de choses qu'il faut regarder de près, puisque typiquement le cobalt, et on sait que c'est un petit peu sulfureux, sans mauvais jeu de mots, sur la façon dont c'est produit, par qui, etc. Hein, si on veut vraiment être dans l'ESG, attention. Donc on a un certain nombre de matières premières qui pourraient être moins demandées finalement. Regardez Renault et Valeo qui font leur batterie sans aimant, ça veut dire sans terres rares, hein, et ça ils disent d'ici 2027 on est en full production. Donc ça peut aller assez vite finalement des transitions où on disait alors c'est quoi les véhicules électriques, ok d'accord, le cuivre, le cobalt, les terres rares, ça il y en a, il en faut plein. Bon voilà. Alors après le lithium, hein, typiquement, on dit qu'il faut que ça multiplie par 50 d'ici 2040, nous dit l'Agence internationale de l'énergie. Donc voilà, il y a quand même des métaux qui vont rester, je ne dis pas le contraire, hein, qui vont rester très demandés. Mais au-delà du conjoncturel, il faut vraiment qu'on regarde avec des experts, et on est à votre disposition là-dessus avec Joël Hancock et Bernard Dada dans nos équipes. On regarde vraiment ça pour voir un peu les développements qui font que peut-être qu'il y a des métaux qui semblent évidents comme à regarder pour la transition énergétique, qui le seront peut-être moins d'ici 2, 3, et qui commencent déjà à moins l'être. Donc voilà, je dis, la big picture pour nous, c'est quand même que, on a un petit peu s'accroché à ça, mais on est quand même dans ce truc assez temporaire. Hein. Forcément, la question c'est combien de temps ça dure, mais on voit bien, c'est quand même tout Patrick disait, le transport, le prix des containers, etc. Si vous enlevez les primes géopolitiques, on est quand même dans une normalisation. Regardez les PPI aux États-Unis, hein, qui étaient un peu à l'avance, c'est en train de rebaisser. Et même hier, on a vu les anticipations d'inflation commencer à rebaisser à 1 an, 3 ans. C'est la première fois depuis un moment qu'on voit ça. Donc on est quand même ce scénario-là, il ne faut pas l'abandonner non plus. Donc on est plutôt sur une trajectoire de l'inflation qui revient un peu, et on va parler des banques centrales dans ce contexte-là. Alors juste pour finir là-dessus et passer sur la question marché du travail, hein, qui est la seconde composante très importante de l'analyse de l'inflation, il faut faire un peu attention à ce qu'on dit sur la cause, hein, de cette poussée incroyable des prix des matières premières, à nouveau les métaux, l'énergie, les semi-conducteurs, le transport, etc. Hein, on l'a vu à l'instant. La cause n'est pas une reprise économique très forte. Hein. Le PIB de l'OCDE, il est à peu près au même niveau qu'au quatrième trimestre 2019. La cause, c'est un changement extraordinairement brutal de la composition de la demande. Hein, quand vous regardez, on l'a publié plein de fois,
la composition de la demande dans les pays de l'OCDE, il y a une hausse énorme de la demande de biens et il y a une stagnation de la demande de services. Et ça, c'est la cause de la hausse des prix des matières premières. Comme on est basculé brutalement des services vers les biens, il y a eu une très forte hausse de la demande. Alors les biens, c'est l'électronique, l'équipement de la maison, tout ce qui sert à la transition énergétique, aux énergies renouvelables. Cette hausse très forte de la demande, elle n'était pas prévue. Donc ce n'est pas un effet PIB. PIB, il n'est pas très fort. On est encore, pour l'OCDE, on est encore probablement 4 points en dessous du PIB qu'on aurait eu s'il n'y avait pas eu la Covid. Et on n'avait pas cette tension sur les matières premières en 2019. Donc le vrai sujet, c'est le basculement vers les biens. Et donc il y a une question qui reste ouverte, c'est la vitesse de la normalisation de la structure de la demande. C'est-à-dire à quelle vitesse on revient vers les services. C'est en train de se produire en ce moment, on a moins de biens et plus de services, mais on reste avec un niveau de demande de biens très élevé. Donc comprenez bien que c'est cette composition de la demande qui a fabriqué le choc matières premières. Alors, un mot maintenant sur la question qui est très importante du marché du travail. Donc, avant de regarder les salaires, je vais vous montrer ce qui est absolument central, qui est l'asymétrie entre les États-Unis et l'Europe. Et j'ai rajouté la France, parce que c'est encore plus extrême. Donc, ce que vous avez là, c'est la population active. Donc, si je montrais le taux de participation, ce serait à peu près le même graphique. Donc, c'est l'ensemble des personnes qui se présentent sur le marché du travail. Vous voyez qu'en Europe, on est au même niveau qu'avant la Covid et qu'aux États-Unis, on est toujours au 4e trimestre 2 points en dessous de la Covid, avant la Covid. Donc il y a vraiment un phénomène qui dure aux États-Unis de recul de la population active. Si vous regardez en emploi, c'est à peu près pareil. Vous voyez, l'emploi aux États-Unis est toujours nettement en dessous de son niveau d'avant la Covid. Et ça crée une très grosse asymétrie entre les États-Unis et l'Europe. On croit qu'il y a dans les deux zones, les enquêtes montrent qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés de recrutement. Et vous avez peut-être vu dans le cas français l'enquête de Pôle emploi il y a quelques jours. En réalité, il n'y a pas de difficulté de recrutement. C'est une perception, c'est plus compliqué, c'est plus long, c'est plus difficile. Mais la proportion des emplois qui ne sont pas pourvus finalement en Europe n'est pas plus élevée que dans le passé, alors qu'elle est beaucoup plus élevée aux États-Unis, quand vous regardez les vacancies. Donc là, le problème de marché du travail, le problème de recrutement, c'est un problème qui est américain, qui a l'air d'être européen, mais qui en réalité ne l'est pas. Ça n'est pas quelque chose qui est en train de freiner les créations d'emplois en Europe. Et à nouveau, ça ne crée pas plus de postes vacants dans les entreprises que dans le passé, donc aux États-Unis ici. Alors après, tout en décule. Comme le marché du travail est beaucoup plus tendu aux États-Unis qu'en Europe, eh bien vous avez des salaires qui augmentent plus vite aux États-Unis qu'en Europe. Alors en Europe, c'est très compliqué de suivre les salaires parce qu'il y a le choc qui vient du chômage partiel. Aux États-Unis, on est à peu près à 5% de hausse des salaires. Vous savez qu'il y a différents indicateurs, mais disons que la moyenne de ces indicateurs, vous le voyez, est à peu près à 5%. En Europe, on va être à 2,5%. La BCE a fait un recensement absolument complet de tous les accords salariaux de branche dans tous les pays de la zone euro. On arrive à 2,5% de hausse des salaires cette année. Et vous voyez que c'est quelque chose qui veut dire que la contribution des salaires à l'inflation, enlever 1 point de productivité, va être de l'ordre d'1,5 point en Europe. Donc c'est très peu. Aux États-Unis, la contribution des salaires à l'inflation, elle est de 3,5 à peu près. Donc on a une grosse différence. Et bien sûr, cette différence après, on va la retrouver quand on va retrouver les chiffres d'inflation. Si vous regardez l'inflation sous-jacente aux États-Unis, alors là, je suis encore ici, on est à 5, et en Europe, comme vous savez, on est à 2,3 sur le core CPI, dernier point. Donc il y a une grosse différence, mais fondamentalement, cette différence, elle vient d'une très grosse différence sur le marché du travail. C'est un marché du travail qui est à peu près normal en Europe, et avec des ressources en main-d'œuvre qui sont assez abondantes. Et il y a un vrai problème, même s'il se corrige, on l'a vu tout doucement, mais il se corrige vraiment doucement, de perte de ressources sur le marché du travail aux États-Unis. Et donc, ça crée cette divergence après qui passe des salaires à l'inflation sous-jacente, mais qui a une cause réelle. C'est une cause sur les attitudes des Américains vis-à-vis de l'emploi qui sont très différentes des attitudes des Européens. Et ça, c'est vraiment très, très important parce qu'il y avait, vous vous souvenez, il y a encore quelques mois, on disait oui, mais le taux de participation du marché du travail américain va remonter à la fin des allocations et du coup, les pressions salariales vont un petit peu s'atténuer. Et alors, on a mis beaucoup de temps à le voir. Là, sur les derniers chiffres de l'emploi, on voit effectivement le taux de participation qui a l'air de remonter un peu et donc qui laisse quand même penser que la fin des allocations en décembre, notamment pour garde d'enfants, pour avoir un impact. Et là, il y a une étude du FMI très intéressante qui est sortie, qui dit quand même que le gros
gros, qu'est-ce qui fait qu'il y a un énorme mismatch entre les demandes d'emploi, vous avez vu aux États-Unis, le gap entre les offres d'emploi et les emplois non pourvus et à un niveau record. Qu'est-ce qui explique ça beaucoup? Alors, il y a des problèmes de qualification, il y a des problèmes de gens qui ont quitté le marché du travail. Et en fait, eux, ce qu'ils disent, c'est que cette étude est intéressante. Elle montre que pour la plupart, c'est quand même des gens peu qualifiés qui sont partis. La grande démission, c'est plutôt des gens peu qualifiés et beaucoup des femmes. Et donc, c'est quand même sans doute très lié au problème de garde d'enfants, etc. Donc, cette étude du FMI qui est sortie cette semaine, elle serait quand même un petit peu pensée que cet argument comme quoi la participation pourrait remonter pourrait être un petit peu, pour être là. Il y a une question, mais peut-être qu'on peut les prendre au fur et à mesure, Patrick, qui est intéressante. C'est le quid avec justement la productivité, parce qu'il y a une vraie question sur l'inflation. C'est-à-dire que typiquement en Europe, si vous avez 3% de salaire, et Patrick le disait, sur le CDE, on a 2,5, on est exactement à ça en Europe. Vous avez vu, même dans la restauration en France, on a des hausses assez impressionnantes, plus 9, plus 10%. Mais en fait, les niveaux de rémunération dans la restauration en France, ça les ramène juste au SMIC, parce que les accords dans l'hôtellerie-restauration faisaient qu'on était payé sous le SMIC. Donc ces hausses de là, on ne va pas exploser les 2,5 de hausse de salaire qu'on voyait. Et si vous avez, disons, 1% de productivité, même si vous avez 3% de salaire, vous n'arrivez jamais qu'à 2% d'inflation. Donc, la question de la productivité, si jamais elle augmente, ça va être quelque chose d'un peu intéressant. Donc, petite question pour toi, Patrick. Est-ce que cette baisse de la productivité liée au renforcement des mesures barrières, est-ce que du coup, ça fait qu'on a des emplois qui sont peut-être pas forcément à forte valeur ajoutée? Oui, c'est tout à fait, c'est une très bonne question. En France en particulier, parce que c'est pas vrai dans tous les pays européens, c'est moins vrai en Allemagne ou en Espagne. Mais vous voyez là les chiffres pour la France, l'emploi est 1,5 plus élevé qu'avant la Covid, alors que le PIB est 0,9 plus élevé. Donc la productivité a reculé. Dans la zone euro, c'est pas vrai. Elle a un petit peu augmenté et elle a nettement augmenté aux États-Unis. Alors il y a deux questions sur lesquelles les économistes travaillent. La première, c'est la numérisation de l'économie. Normalement, l'économie se numérise énormément. Pensez au télétravail, au commerce en ligne. La numérisation, ça devrait fabriquer des gains de productivité. C'est le cas aux États-Unis, ce n'est pas le cas en Europe. Donc il y a une première question, pourquoi est-ce que la numérisation n'augmente pas la productivité? Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on peut avoir des reculs de productivité en sortie de récession comme en France, par exemple? Alors moi, j'ai regardé ça d'assez près. Il y a un bout d'explication, c'est qu'il reste un peu de chômage partiel, donc des gens qui sont dans l'emploi et qui ne produisent rien. Mais ça explique à peu près un demi-point de perte de productivité, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout la totalité. Et l'autre explication, et là c'est la question de Jean-François, que Jean-François relaie, c'est que les nouveaux emplois sont peu productifs. Vous regardez où on crée des emplois, c'est dans des services assez peu sophistiqués. C'est dans la logistique, dans la sécurité, dans les services à domicile, et dans le nettoyage, voilà. Et donc, alors bien sûr aussi dans la tech, etc. Mais enfin, la masse des emplois nouveaux, la construction, c'est beaucoup d'emplois dont les productivités individuelles sont faibles. Donc en fait, on est en train de déformer la structure des emplois vers des emplois assez peu productifs. Est-ce qu'on peut pas... Ça, c'est l'Europe, c'est pas les États-Unis. Oui, parce que j'allais dire, il y a peut-être aussi une grosse différence entre Europe et les États-Unis. C'est-à-dire qu'en Europe, on a gardé les salariés parce qu'on avait les aides et qu'il fallait pas. Voilà, c'était le chômage partiel, etc. Et donc, en gardant les salariés, finalement, on les garde, mais ils bossent moins parce qu'il y avait moins de demandes pendant la pandémie. Donc, la productivité baisse. Alors qu'aux États-unis, en fait, vous gardez que les salariés, peut-être que les salariés, entre guillemets, essentiels et qui, eux, du coup, ont une productivité qui augmente. Oui, je suis d'accord. Mais ça, c'est presque fini. C'était à nouveau en équivalent emploi. En France, par exemple, qui est un pays qui utilisait le plus le chômage partiel, en équivalent temps plein, on est à 0,5% des salariés aujourd'hui en chômage partiel. Donc ça explique un tout petit bout, ça expliquait beaucoup avant. Mais non, la vraie explication, c'est qu'on déforme le marché du travail vers des nouveaux emplois qui sont peu productifs. Et ça, c'est une amplification du mouvement antérieur. Mais vous voyez ce qui se passe dans la logistique, dans la construction, dans les services à domicile. Il y a énormément de création d'emplois et c'est des emplois dont la productivité individuelle est faible. C'est très binaire, c'est à la fois des emplois peu qualifiés et des emplois très qualifiés. Après, il y a l'informatique, etc. Il y a peut-être une question qu'on peut prendre en même temps. On ne va pas mettre complètement déstructurer le propos, mais quand ça vient dans le propos, peut-être que je peux les prendre au fur et à mesure. Il y a souvent cette question qui revient de dire ok, super, on est revenu sur des croissances. La France, après -8, on fait +7, on est à 1% de PIB au-dessus de son niveau pré-Covid.
nous, on raconte chez Natixis qu'on va sans doute retrouver les niveaux tendanciels du PIB français cette année, hein, c'est-à-dire qu'on va effacer la crise du Covid et qu'on va se retrouver finalement sur la trajectoire qu'aurait été la France s'il n'y avait pas eu le Covid. Donc il y a quand même un vrai rattrapage, mais il y a quand même une question souvent qui revient derrière tout ça qui est posée et qui me semble intéressante, c'est d'accord, mais en termes de composantes du PIB, est-ce que ça ne reflète pas simplement, avec plein de guillemets, le poids des dépenses publiques finalement? Alors, ça, c'est un vrai sujet. Alors, on a pas mal travaillé sur cette question qui est rattrapage versus vraie croissance, quoi. Alors, je voulais juste vous montrer l'investissement des entreprises. Et vous voyez que, alors c'est assez divers, hein, mais on a quand même l'impression qu'aux États-Unis et en France, mais pas pour l'ensemble de la zone euro, et en particulier il y a l'Espagne, hein, qui est comme toujours très en retard, on a une vraie dynamique de l'investissement qui s'est déclenchée. En tout cas aux États-Unis, en France, c'est clair, c'est pas vrai dans l'ensemble de la zone euro. Donc il n'y a pas que du rattrapage. Sur la consommation, on est toujours sur une logique de rattrapage, avec bien sûr une composition, j'ai dit, qui était très différente d'avant, avec beaucoup plus de biens, beaucoup moins de services. Après, les dépenses publiques, elles ont plutôt alimenté, ce n'est pas des vraies dépenses publiques, hein, c'est des transferts aux ménages et aux entreprises. Hein, donc on les retrouve dans la consommation et l'investissement. Il ne faut pas les compter deux fois, quoi. Voilà, donc je pense qu'on est à peu près, on est très largement dans une logique qui est encore du rattrapage. À nouveau, quand on fait plus 8, moins 8, plus 7 en France, même si on est à plus 0,9 à la fin de l'année, on est très loin, je me répète, mais on est très loin du PIB qu'on aurait dû avoir. Hein, donc on n'a pas fini le rattrapage. Mais sur la composante investissement des entreprises, il y a quelques pays où il y a une vraie dynamique, hein, qui va au-delà du rattrapage. Alors si on a un investissement, parce que justement dans les composantes du PIB, c'est la question tout à l'heure, là en France, plus 12% d'investissement, c'est des trucs qui n'étaient pas du tout attendus, encore une fois, sans doute liés à la transition énergétique digitale. Est-ce que c'est toujours vrai, Patrick, que finalement les investissements d'aujourd'hui font la productivité des emplois de demain? C'est pas vrai depuis 30 ans. Donc, non, mais ça, c'est la vraie question. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a l'impression que la réponse est oui. Il y a vraiment une progression forte de la productivité depuis le début de 2020, qui est même une surprise. Donc, on a envie de réviser à la hausse la croissance potentielle des États-Unis. Et en Europe, non. En Europe, au contraire, on ne voit pas ça du tout pour l'instant. Au contraire, on en parle vraiment, une productivité qui est plutôt trop faible, quoi, par rapport à la tendance. Voilà. Alors, cela étant, je reviens sur ton calcul. Hein, on a vraiment checké de façon très précise que c'était 2,5 la croissance des salaires en 2022. Hein, c'est vraiment ça qui va se réaliser. C'est des accords qui sont signés. Hein, et 2,5. Donc, ce qu'il faut enlever, c'est une productivité tendancielle. Donc, si on enlève un point de productivité tendancielle, on fait quelque chose qui est conservateur et pas trop optimiste. Donc, ça veut dire qu'en tendance, on est sur une évolution des coûts salariaux unitaires qui est de l'ordre de 1,5% par an. Donc, quand la BCE nous dit que l'inflation sous-jacente va repasser un tout petit peu en dessous de 2% l'année prochaine, c'est raisonnable. Si tu veux bien, Jean-François, avant qu'on passe à la question croissance sur laquelle tu commenceras, un petit mot sur quelque chose qui est très mal connu, qui est la question de la responsabilité des marges des entreprises à l'inflation. Alors, quelque chose dont on parle très peu, et je vais vraiment vous montrer ça. Pardon, j'ai tourné dans le mauvais sens. Alors, c'est un sujet qui vraiment différencie considérablement les États-Unis et l'Europe. Alors, je vous ai montré là les profits en termes réels. Hein. Si je vous montrais le taux de marge, vous auriez exactement la même information. Hein, c'est la même série. Et vous voyez qu'il y a aux États-Unis, depuis le début de la Covid, une hausse absolument gigantesque des profits et une hausse absolument colossale du taux de marge bénéficiaire des entreprises. Et alors qu'en Europe, vous avez juste une normalisation. Vous voyez qu'on est revenu au niveau de profit d'avant la Covid et on est revenu au taux de marge d'avant la Covid. À nouveau, des dispersions entre les pays. Hein. Les marges ont monté en France, elles ont baissé en Espagne. En moyenne, zone euro, vous avez des marges qui sont à leur niveau d'avant. Aux États-Unis, incroyablement plus hautes. Et quand vous calculez la contribution de la hausse des marges à l'inflation aux États-Unis, c'est plus de 2 points. C'est-à-dire quand vous décomposez les 7,5 points d'inflation, il y a 3 points qui sont des coûts salariaux unitaires, il y a 2 points un quart qui sont des matières premières au sens large et 2 points un quart qui sont des marges. Et ça, vous ne l'avez pas en Europe. Si les marges bénéficiaires étaient restées simplement stables aux États-Unis, l'inflation, elle serait de 5 un quart et pas de 7,5. Donc c'est absolument majeur. Et moi, je suis assez inquiet de ça, parce que ça révèle un comportement qui est devenu inflationniste. C'est-à-dire qu'on monte ses prix, quand on est une entreprise, en moyenne, plus que ses coûts, quoi. Hein, donc c'est vraiment une spirale inflationniste. Alors qu'au Japon, par exemple, vous avez encore moins ça qu'en Europe, quoi, hein. Donc vous avez quelque chose aux États-Unis qui est très bizarre, qui est une crise. Regardez la dernière crise, les subprimes, vous aviez une chute des marges.
Et donc, en sortie de crise, les entreprises montaient leurs prix pour restaurer leurs marges. Il y a eu de l'inflation en 2010-2011 aux États-Unis, mais c'est une inflation qui ramenait les marges à la normale. Et là, vous avez de l'inflation parce que les marges montent au-dessus de la normale. Donc, c'est vraiment de l'inflation très bizarre et c'est très inquiétant. Et ça devrait normalement pousser la Réserve fédérale à être méchante, parce que c'est quelque chose qui est très dangereux, quoi. Vous fabriquez un truc qui est très inflationniste globalement dans le fonctionnement de l'économie. Et ce que dit Patrick, encore une fois, hein, il faut revenir sur ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que ça explique la différence finalement entre États-Unis et Europe. C'est-à-dire que ce qui fait la différence, c'est les comportements de marge des entreprises américaines qui sont capables de passer des hausses des prix. Donc ça pose quand même un peu une question qui avait été documentée par pas mal de papiers de recherche sur les monopoles, hein, sur les positions dominantes aux États-Unis. Hein. Marinescu avait fait pas mal de papiers là-dessus au niveau régional. Voilà, il y a peut-être aussi ça qui est en train de se montrer, ce qui n'était pas du tout le cas en 2008, mais là, il y a quand même une montée des GAFA, des positions dominantes, mais même à Walmart, etc. Il y a pas mal de choses qui se retrouvent pas en Europe, où on a beaucoup moins de pricing power, alors qu'aux États-Unis, il y a peut-être cette question des positions dominantes qui est en train de se révéler entre le différentiel de marge entre Europe et États-Unis. Mais encore une fois, ce que disait Patrick, c'est très différencié. En France, on a vu l'année dernière, on a un taux de marge au plus haut depuis 1949, alors qu'on a des entreprises qui investissent, qui embauchent comme jamais. Donc on a des comportements qui sont très hétérogènes, mais quand même énorme différence États-Unis-Europe. Et donc Lagarde a un peu raison de dire aussi ce qui se passe aux États-Unis, vérité au-delà de l'Atlantique, pas vérité en deçà, quoi. Hein. Alors peut-être, Jean-François, que tu commences, avant qu'on conclue sur les banques centrales, qui est comme le centre de nos préoccupations, est-ce qu'il n'y a pas un risque que tu l'abordais déjà, mais parce qu'on peut le documenter plus, un risque que le freinage de la croissance en 2022, finalement, calme les banques centrales? Nous, on est c'est vraiment... un risque, c'est pas d'ailleurs un risque. Enfin, oui, nous, on trouve que c'est pas véritablement un risque. Nous, ça nous semble maintenant assez évident. Tout ce qu'on voit, finalement, va un peu dans ce sens-là. Et vraiment, c'est symbolisé par ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Pour nous, je le disais tout à l'heure, hein, on voit vraiment la croissance américaine se diviser par 3. Alors, quand on dit 2, la Fed est à 3,5 en fin d'année. Donc, elle dit quand même que la croissance sera divisée par 2. Hein, nous, 3, elle 2. Donc, on est quand même tous d'accord pour dire que ça ralentit. Et encore une fois, quand vous regardez aux États-Unis, hein, le PIB, 70% du PIB, c'est de la consommation aux États-Unis. Si vous avez, ce qu'a bien montré tout à l'heure Patrick sur les graphiques, une baisse du pouvoir d'achat parce que les salaires augmentent autour de 5, mais vous avez de l'inflation à 7,5, vous avez une baisse du pouvoir d'achat aux États-Unis. On voit bien que si le taux de participation ne remonte pas aux États-Unis, ce qu'on commence à voir, c'est quand même plutôt une remontée du taux de chômage. Hein. On voit ça depuis quelques semaines, des dynamiques sur le marché de l'emploi qui sont très très bizarres. Et en tout cas, la Fed a l'air de penser qu'on est au plein emploi aujourd'hui. Donc ça veut sans doute dire qu'on va arrêter de créer de l'emploi. Donc vous avez des pouvoirs d'achat qui baissent, on arrête de créer des emplois. Vous avez de politique budgétaire qui s'arrête aux États-Unis. Hein, et là, l'Office budgétaire fédéral aux États-Unis nous dit que c'est la plus forte réduction du déficit budgétaire américain depuis l'après-guerre. Donc on a 9 points, on en a parlé beaucoup. Hein, donc on a un énorme coup de frein budgétaire, sauf à ce que Biden place un plan. Mais encore une fois, le plan, plus ça va, plus on plonge dans les élections de mi-mandat et on y voit de moins en moins de probabilité d'avoir un gros truc avec beaucoup d'effets nets, puisque c'est encore une fois sur 10 ans auto-financé. Donc choc budgétaire, et en plus la Fed, on voit bien que la Réserve fédérale va sans doute monter dès le mois prochain. Hein. On a changé de fusil d'épaule malgré notre scénario de ralentissement de la conso. On pense que la Fed va monter. Mais gardons quand même ça en tête, que la Fed va monter ses taux en étant très procyclique, puisqu'on a une économie qui ralentit très fortement, alors qu'on a une consommation qui baisse, une confiance des ménages qui baisse. On va voir les chiffres des ventes au détail cette semaine, mais ils sont en baisse. Hein. Donc c'est très rare de voir une Fed monter alors que la consommation des ménages baisse. Ça veut quand même sans doute dire que si la conso baisse, l'inflation va baisser. Donc la Fed va se retrouver à un moment un peu bloqué. Hein. Donc pour briser le suspense, encore une fois, nous, sur les 8 hausses des taux, puis là c'est la course à l'échalote, il y en a qui me disaient que ça devait même monter dans un intermeeting dans les 15 prochains jours, comme si elle ne pouvait pas attendre 15 jours. Bon, voilà, on est un peu dans du grand n'importe quoi quand même. Il nous semble que la Fed va monter les taux, mais sûrement moins que ne le pense le marché. Donc quand même, risque sur la croissance aux États-Unis. J'ai parlé de la croissance en Chine. Tout ceci ne fait pas un environnement quand même, encore une fois, très inflationniste à moyen terme. Et encore une fois, les banques centrales regardent ça à 18 mois pour prendre leurs décisions. Donc on va quand même sans doute avoir un fort ralentissement de la croissance. Et donc il nous semble des banques centrales beaucoup plus gentilles que ne le price le marché. Puisqu'on parle de banques centrales, je continue, Patrick, je te laisse la parole après. Mais typiquement sur la BCE, voilà, elle nous a dit, Christine Lagarde, que ce n'était pas impossible qu'ils montent les taux. Ils ne nous disent pas que c'est très probable qu'ils les montent.
Donc, quand on regarde, nous, nos anticipations d'inflation à 2023, quand on regarde celle du FMI, tout le monde est d'accord pour dire que ça va avoir du mal, surtout si on a des accords à 2, 2,5. Ça fait pas de l'inflation de second tour. Et la BCE peut monter tout ce qu'elle veut, les taux, ça fera pas baisser les prix du gaz, ça fera pas revenir des camionneurs dans les camions, et ça dérégulera pas le marché du travail dans les ports de Los Angeles. Donc, c'est un choc quand même un peu d'offre, hein, toujours ce qui se passe là. Les banques centrales, ils peuvent pas grand-chose. Donc, les banques centrales, elles agissent pour ancrer les anticipations d'inflation. Si l'anticipation d'inflation est liée au prix de l'énergie et que ça c'est en train de baisser, voilà, on est plutôt dans un truc qui boucle pour nous, pour des banques centrales qui vont être assez pas gentilles, mais en tout cas on voit pas de hausse des taux de la BCE avant la fin du tapering. Donc ça, c'est juin, ou vraiment plus tôt du plus tôt, et c'est sans doute même plutôt septembre. Et donc la hausse des taux, elle peut avoir lieu en décembre. Je finis sur la BCE en disant que tout le monde commence à mettre en avant des gens comme Knot, etc. Knot, c'est le plus haut quiche de la Banque Centrale Européenne. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit une hausse en décembre, une hausse en juin 2023. Il ne dit pas du tout comme le marché qu'il y a une hausse en juin, en septembre, en décembre. Donc je crois, et puis écoutez ce que dit Lagarde, Villeroy, etc. Ce sont ceux qui sont un peu dans la médiane du Conseil des gouverneurs. Ils sont en train de dire quasiment à mot, même pas à demi-mot, que c'est complètement injustifié les pricing actuels. Donc attention, la BCE ne sera pas aussi méchante que le marché. La BCE n'est pas la Fed, hein, c'est ce qu'on a essayé de vous montrer. La situation du marché de l'emploi et de l'inflation est totalement différente. Alors, juste, je repars quand même un tout petit mot sur la question de croissance. Bon, je crois vraiment le point sur lequel on veut attirer votre attention, c'est que ça serait, je vous ai montré là les déficits publics structurels, hein, c'est-à-dire qui sont corrigés de la composante cyclique des budgets. Donc, vous voyez que dans la zone euro, il ne se passe rien. Hein, en gros, le déficit public structurel 2022, c'est presque le même celui de 2021. Et si vous mettez dedans Next Generation EU, hein, en réalité, la politique budgétaire de la zone euro est complètement neutre en 2022. Et qu'aux États-Unis, le déficit structurel se réduit de 4 points de PIB, hein, ce qui est effectivement un choc qu'on n'a jamais dans la période des. J'aurais pu remonter plus loin, c'est un très gros choc négatif. Donc notre inquiétude, c'est de dire, on ne peut pas avoir la même année tout qui freine en même temps. Les salaires réels, aux États-Unis, 5 de salaire, 7,5 d'inflation, et le budget qui freine, le commerce mondial qui ralentit avec le ralentissement chinois, les effets de richesse qui sont maintenant plutôt défavorables avec le recul des marchés des actions, et une politique monétaire qui devient nettement plus restrictive. Si vous mettez tout en restrictif la même année, vous allez complètement tuer la croissance. Et puis, il y a plein d'autres obstacles quand même à une politique dure des banques centrales. Alors, que disent les marchés? Alors ça, comme ça change tout le temps, ça a dû être fait il y a 24 heures. Donc, quand vous regardez les contrats 3 mois, donc c'est ceux probablement d'hier, alors ça peut changer dans la nuit. Enfin, le marché partage notre vue, hein, c'est-à-dire que à la fin de 2023, en gros, le marché nous dit que le taux terminal des Fed Funds, c'est quelque chose qui est de l'ordre de 2,50, hein, et qui est quand même à peu près ce que disent aussi les dots. Et le marché nous dit que le taux terminal de la BCE, il est très faible, quoi. C'est peut-être de l'ordre de 1%. Hein, et pas plus, donc qui a 6 fois 25 points de base à faire à la BCE d'ici la fin de 2024. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Est-ce que les marchés ont raison? Moi, je crois qu'il faut être extrêmement prudent sur les banques centrales. Alors, point, on vous l'a dit plein de fois, mais enfin, je veux dire, États-Unis, zone euro, c'est pas du tout la même chose. L'inflation de la zone euro, c'est une inflation matière première. Hein. L'inflation sous-jacente est à 2,3 et elle diminue déjà. Hein. Donc, on n'a pas d'inflation fondamentale dans la zone euro, ce qui quand même rend la BCE beaucoup plus décontractée. Il n'y a pas, ce qu'on a dit aussi à l'instant, il n'y a pas de hausse des marges bénéficiaires qui cause de l'inflation en Europe, alors qu'on l'a aux États-Unis. Après, le problème, je pense que les banques centrales ont trop d'objectifs. Hein, et donc, elles se sont ajoutées comme objectif à l'inflation. Elles se sont ajoutées, alors la stabilité financière, elles ne s'en occupent pas vraiment. Elles se sont évidemment ajoutées la stabilité des dettes. Elles se sont ajoutées, et Christine Lagarde l'a dit, la croissance, puisque les banques centrales veulent le désendettement par la croissance, hein, qui est évidemment la transition énergétique nécessite des taux d'intérêt relativement bas. L'emploi et les inégalités hein, qui sont apparues dans le discours de la Réserve fédérale, hein, donc le taux de chômage des minorités. Et puis alors, il y a une question assez centrale qui est celle que pose Jean-François, c'est est-ce qu'une banque centrale doit répondre à une inflation qui vient d'un choc d'offres défavorable? Elle l'avait fait dans les années 80, hein, il y avait des très fortes hausses des taux à la suite de la hausse du prix du pétrole. Si une banque centrale veut répondre à un choc d'offres défavorable, il faut qu'elle freine la demande autant que l'offre recule.
Et pour ça, il faut des taux d'intérêt réels qui soient très élevés, qui soient plus élevés que les taux de croissance normaux de l'économie. Donc si aujourd'hui la Réserve fédérale, par exemple, voulait vraiment compenser le choc d'offres pour éviter qu'il soit inflationniste, il faut des Fed Funds à 10%, en gros, avec une inflation à 7,5%. Donc évidemment, il est hors de question qu'on ait ça. Et en Europe, il faudrait un taux repo qui serait de l'ordre de 6-7%. Il faut comprendre que si le taux terminal de la Réserve fédérale, c'est 2,50 alors que l'inflation est à 7,5, c'est une plaisanterie de dire que la Banque centrale s'attaque à l'inflation. Elle fait juste un tout petit peu semblant de s'en occuper. Mais en réalité, elle continue à privilégier tout le reste des objectifs. La croissance, la stabilité des dettes, l'investissement, l'emploi, les inégalités, etc. Encore une fois, parce qu'une banque centrale doit regarder l'inflation à 18 mois. Hein, donc oui, mais même à 18 mois. Personne ne croit que l'inflation dans 18 mois sera à 7,5 aux États-Unis. Non, mais dans la zone euro, l'inflation à 18 mois sera probablement en dessous de 2, on l'a dit. Il y a le sous-jacent et normalement, on va passer en dessous de 2 et le reste va disparaître. Aux États-Unis, à nouveau, il y a cette composante marge. Si on rentre dans un... C'est la vieille théorie, vous savez, du dentifrice, de Peul. Si on rentre dans un truc où tout le monde... Moi, j'ai parlé à des entreprises américaines qui me disent qu'elles ont monté leur prix de 8%, et que personne n'y a rien vu, donc si elles avaient su, elles auraient fait 15. Donc on a vraiment des hausses absolument incroyables de prix dans un environnement qui est totalement désinhibé par rapport au fait de monter ses prix. Ce qui n'est pas le cas en Europe, où il y a le cas dans quelques secteurs, mais pas global. Donc j'ai comme une inquiétude sur l'inflation sous-jacente américaine. Alors c'est quoi l'inflation l'année prochaine aux États-Unis? Ça peut quand même encore être 4%, je veux dire. Donc la Réserve fédérale va avoir un problème, je crois. Alors que la BCE n'a pas de problème. Voilà, donc il y a quand même une vraie asymétrie. Après, voilà, ça pose une question profonde qui est finalement, est-ce que les banques centrales n'ont pas tellement d'objectifs qu'à la fin, les taux d'intérêt, c'est un compromis entre tous ces objectifs, donc c'est forcément un truc mou, je veux dire, parce que c'est plein d'objectifs contradictoires. Le taux d'intérêt, c'est un choix de compromis, et donc forcément, c'est une réponse molle au choc. On a une question, Patrick, qui peut aller dans ce sens-là. Je les prends quand elles sont. Je ne prends pas toutes les questions, excusez-moi, je vais les prendre au fur et à mesure. Il y a une question justement sur l'hétérogénéité de l'inflation. C'est-à-dire que est-ce qu'on retrouve ça aux États-Unis? Est-ce que ce n'est pas un problème en Europe où finalement les situations inflationnistes sont très différentes? On a vu que les taux de marge étaient très différents entre la France, où les taux de marge ont fortement augmenté, ou l'Espagne, pas du tout. Est-ce que cette hétérogénéité de l'inflation zone euro est un problème pour toi? Alors, d'abord, je crois que la BCE tient très fortement la ligne qu'elle ne regarde que l'inflation de la zone. Parce que sinon, s'il faut qu'elle aille regarder l'inflation à 2 chiffres des pays baltes, évidemment, on est quand même assez mal parti. Il y a quelque chose que je voulais rajouter, qui est une autre façon de répondre à la question. Il y a une très grande autre différence entre la Réserve fédérale et la BCE, c'est que la Réserve fédérale ne s'occupe pas des dettes locales. En gros, elle ne s'occupe pas du marché des municipal bonds. Donc la Réserve fédérale ne se sent pas avoir comme mission d'assurer la solvabilité de la Californie ou de la ville de Détroit. La BCE a un problème, c'est que la dette souveraine de la zone euro, en gros, c'est des dettes locales, c'est les dettes des États membres. La dette fédérale, c'est tout petit, il y a Next Generation EU et la BEI, en gros. Et donc, la BCE ne peut pas ignorer la situation de solvabilité, de soutenabilité des dettes des pays. Or, il y a un pays, on parlait d'hétérogénéité, qui a une très grosse hétérogénéité par rapport aux autres, c'est l'Italie, qui a une croissance potentielle en volume négative. Le PIB italien est plus bas qu'il y a 20 ans. Et si vous rajoutez 2% d'inflation, en gros, ça vous fait une croissance nominale de 2, alors que c'est plutôt 3,5 chez tous les autres. Donc si vous êtes la France, vous avez des taux à 75 points de base, croissance nominale à 3,5, il y a une marge de sécurité colossale, je veux dire, sur la solvabilité de l'État. L'Italie, croissance nominale à 2, le taux à 1,90, 1,95, donc vous êtes juste au bord du problème de soutenabilité de la dette. Donc je crois que l'Italie, à nouveau, la Réserve fédérale n'a pas empêché la ville de Détroit de faire faillite, tandis que la BCE ne peut pas ne pas s'intéresser au cas des pays qui ont moins de croissance potentielle que les autres, en particulier de l'Italie. Et donc, c'est une limite, et ça met une limite en fait extrêmement basse au taux d'intérêt de l'Allemagne. Parce que si on dit que c'est très difficile aujourd'hui de réduire le spread BTP-Bund en dessous de 160 points de base, et si on dit qu'au-dessus de 2% de taux BTP, l'Italie commence à être en danger, en gros, les taux allemands, ils ne peuvent pas monter au-dessus de 40 points de base. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement puissant, sans doute,
pour pousser la BCE à faire très attention. Et c'est très important ce que dit Patrick. Alors, c'est toujours très important ce que dit Patrick, mais il nous semble que justement, dans ce contexte-là, une année 2022 avec des élections compliquées, avec pas mal d'enjeux, alors sans parler de la géopolitique, hein, mais on est quand même une année vraiment de transition, et encore plus quand vous avez une banque centrale où c'est quand même la sortie des taux négatifs, donc c'est quand même une révolution. Hein. Rappel, les taux négatifs, on y est depuis 2014. Hein, la BCE est la première banque centrale du monde à l'avoir passé en taux négatif avant le Japon une année avant. Donc on sort d'un paradigme quand même très très violent, et donc elle va le faire avec prudence. Et il nous semble que ce que vient de dire Patrick, justement, cette nécessité de maintenir la capacité à agir sur les spreads, milite pas non plus pour une sortie de l'APP très rapide, ou en tout cas pas pour une revente de ces achats. Donc, encore une fois, nous, on l'a dit souvent, on l'a écrit beaucoup. Ce qui compte, c'est l'effet stock, hein, surtout sur le niveau des taux. Et donc, tant qu'il n'y a pas de quantitative tightening, alors ça va sûrement arriver cette année aux États-Unis, pardon. En revanche, pour ce qui est de la BCE, elle nous a dit jusqu'en fin 2024, elle va continuer à réinvestir ses tombées. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment par ce biais-là, surtout qu'elle nous a dit qu'elle l'utiliserait de façon assez flexible, c'est vraiment par ce biais des réinvestissements de tombées qu'elle agirait en cas d'écartement des spreads grecs, italiens. Donc ça quand même milite pas pour une hausse des taux dès juin, etc. Il faut qu'elle fasse, comme a dit Christine Lagarde, comme ça a été répété par un certain nombre de membres du Conseil, il y a ce séquençage où, on finit l'APP, 2, on regarde ce qui se passe avec les tombées, 3, on monte les taux, et qu'ensuite, on fait du quantitative tightening. Donc on a cette séquence qui est complètement différente aux États-Unis. Ils montent en mars, ils ont fini le QI en mars, ils montent dès mars, et peut-être du quantitative tightening avec des caps sur les réinvestissements de tombées qui vont sans doute se mettre en place dès la fin de l'année. Donc on est sur une dynamique là aussi complètement différente. Donc le marché plaque ce qui se passe aux États-Unis sur l'Europe, hein, c'est un peu le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui. La situation aux États-Unis est différente, les banques centrales vont être différentes. Alors juste pour finir là-dessus et utiliser quelques minutes pour finir sur les marchés, hein, 2 choses. Même aux États-Unis, il y a comme une expérience historique assez douloureuse, hein, du QT, comme on dit maintenant, du tightening, qui est 2018, début 2019. Hein. Je vous rappelle là qu'en 2018 et au début de 2019, la Réserve fédérale a réduit la taille de son bilan, et qu'à partir du printemps 2019, ça crée des désordres extrêmement graves. Hein. Les spreads de crédit s'ouvrent énormément, le marché action recule violemment, les PMI reculent violemment, et en 2019, alors qu'on est à 3,5 de taux de chômage, la Réserve fédérale rouvre le quantitative easing. Hein. Donc, c'est pas facile de réduire la taille de son bilan, quoi. Ça peut créer un problème de liquidité. Enfin, donc, faut aussi, même aux États-Unis, se dire que la dernière fois, il a fallu qu'ils fassent marche arrière, quoi. Alors, certes, ils ont fait marche arrière au bout d'un an, hein, simplement, mais enfin, c'est quelque chose qui, c'est pas évident, quoi, de reprendre de la liquidité. Ça peut créer des grosses perturbations sur les marchés. Ça l'avait fait au printemps 2019, donc il faut se rappeler de ça. J'en profite pour faire un petit peu l'écho de mon chef économiste Joe Lavorien, lui pour lui, si on fait 7 ou 8 hausses des taux cette année, c'est une récession, et le quantitative tightening là-dedans serait, en ce que vient de dire Patrick, encore plus violent. Donc tout ceci, voilà, il y a aussi pas mal d'arguments pour dire que ça boucle pas. Hein. 8 hausses des taux plus un tightening dans une croissance qui ralentit, une consommation de ménages qui baisse et un taux de chômage qui monte, il y a un truc qui boucle pas. Hein. Oui, enfin, après, bon, si on rappelait Paul Volcker, heureux qui est mort il y a quelques années. Mais on le fera pas. Mais si on rappelait Paul Volcker, rappelez-vous qu'en 1982, Paul Volcker a monté les taux des Fed Funds à 20%, hein, pour lutter contre l'inflation. Et là, en 2 ans... Les niveaux de taux et d'inflation étaient quand même pas les mêmes. En 2 ans, il a eu la peau de l'inflation, hein, on est revenu de 10 à 3, et il a eu la peau de l'économie américaine. Donc, à un certain moment, c'est mon point d'avance, si on voulait vraiment lutter contre l'inflation aux États-Unis, on devrait mettre l'économie américaine en récession, parce qu'il faudrait faire baisser la demande du montant de la baisse de l'offre. Hein, et donc, on a besoin d'une récession aux États-Unis si on veut que la politique monétaire fasse baisser l'inflation plus vite que sa baisse naturelle. Alors, Volcker se lance quand même dans ce tightening au moment où on a des taux d'inflation qui, au moment, montent jusqu'à 17%. Ça fait 5 ans que ça dure. Bon, là, on a eu 2 mois d'inflation au-delà de 5. Laissons voir un peu ce qui se passe à 18 mois. Enfin, je veux dire, tu es d'accord que c'est pas 2,5 pour les Fed Funds qui va lutter contre l'inflation. D'accord, bien sûr. Alors, peut-être le dernier point sur lequel on voulait regarder quelque chose qui est peut-être important pour vous, c'est la question des taux d'intérêt réels. Hein. Et là, alors, si, juste peut-être un micro-mot sur l'euro. Alors, on a beaucoup d'investisseurs de tous les pays qui nous demandent, mais est-ce que cette grosse asymétrie Réserve fédérale BCE ne va pas faire s'effondrer l'euro? Alors, il faut les renvoyer aux œuvres formidables des années 70 de Rudiger Dornbusch, hein, qui vous explique que quand on apprend
qu'une banque centrale va être beaucoup plus expansionniste qu'une autre, la monnaie du pays se déprécie tout de suite très vite et ensuite elle se réapprécie doucement parce qu'il faut combler l'écart de rendement entre les deux monnaies. Donc en fait, c'est bien ce qu'on a eu. Hein. On a eu de l'eurodoll qui a perdu 12 figures, hein, pratiquement 11-12 figures l'année dernière. Donc c'est le choc BCE moins restrictif que la Réserve fédérale. Et à partir de maintenant, on devrait normalement avoir, c'est ce qu'on a, une réappréciation lente de l'euro, hein, qui compense le fait que les rendements sont plus faibles sur l'euro. Donc il me semble que la dépréciation de l'euro face à cette asymétrie entre deux banques centrales, elle s'est produite en 2021. Alors dernier point, les taux réels. Alors je saute tout ça que nous avons déjà vu. La question vraiment centrale, alors je peux commencer peut-être par celui-là. Je vais vous le montrer là, pardon. Ne regardez pas, je vous le montre là. Alors évidemment, on a aujourd'hui des taux d'intérêt réels à long terme qui sont délirants, quoi, je veux dire, hein, parce qu'on a le pic d'inflation. Mais la question est, une question absolument centrale, hein, c'est est-ce que les taux d'intérêt nominaux vont augmenter plus que l'inflation ou pas? Est-ce que cette politique nouvelle va faire monter les taux d'intérêt réels ou ne va pas faire monter les taux d'intérêt réels? Et dans les prévisions qu'on vous présente, la réponse est non. C'est-à-dire que si on stabilise le taux des Fed Funds à 2,5 avec du 10 ans, disons, au même niveau, on va garder des taux d'intérêt réels de l'ordre de moins 50 points de base aux États-Unis. Et en Europe, si on stabilise la courbe des taux autour de 1% dans 2 ans, on va garder des taux d'intérêt réels de l'ordre de moins 1. Donc on va rester dans un monde de taux d'intérêt réels. Alors aujourd'hui, évidemment, ils ne veulent rien dire, hein, mais plus négatifs qu'en 2018-2019, hein, vous les voyez là. Et donc, dans un monde de taux d'intérêt réel plus négatif qu'en 2018-2019, il n'y a pas de raison que les indices boursiers ne continuent pas à monter et que les prix de l'immobilier ne continuent pas à monter et que les prix des infrastructures, etc., ne continuent pas à monter. Donc, on est dans un monde où les actifs réels continuent à protéger contre l'inflation, hein, puisque la hausse de l'inflation fait monter les taux nominaux moins que l'inflation, donc fait baisser les taux réels et donc pousse à la hausse les prix des actifs. Donc, dans ce monde-là, il est raisonnable d'aller investir en actifs réels pour se couvrir contre l'inflation ou contre la montée des taux d'intérêt nominaux. Dans un monde où les banques centrales seraient très méchantes et où les taux d'intérêt nominaux monteraient plus que l'inflation, et à nouveau, c'est ce qu'il faudrait avoir si on voulait que les banques centrales luttent vraiment contre l'inflation, alors là, les prix des actifs réels chuteraient et ils ne seraient pas du tout une protection contre l'inflation. C'est ce qui s'est passé dans les années 80, par exemple, ou au début des années 90. Donc voilà, donc nous, dans notre sentiment, c'est qu'on va rester dans le monde où les taux d'intérêt réels vont rester à nouveau plus négatifs qu'avant la Covid, ce qui veut dire qu'on peut bien utiliser tous les actifs réels comme hedge contre l'inflation. Nous, on a tendance à dire effectivement qu'il y a beaucoup d'arguments qui vont à dire en fait on va avoir cette surperformance européenne contre américaine, puisque aux États-Unis, vous avez compris, hein, on voit plutôt un fort ralentissement américain, des taux d'intérêt qui montent plus aux États-Unis qu'en Europe, un taux de chômage qui monte, tout ça est pas très favorable, hein, à une performance des actifs américains en valeur relative. Encore une fois, hein, qu'est-ce que fait un quantitative easing? Il fait baisser la volatilité, il fait baisser les spreads. Et donc à l'inverse, quand on revient là-dessus, on doit voir l'inverse. Donc il nous semble que ça fragilise un peu les actions typiquement américaines versus Europe, d'autant plus que les indices américains sont largement surpondérés en valeur leveragée. Donc hein, le prix du temps compte beaucoup dans la valo des GAFA. Et donc quand vous avez 25 voire 30% pour le Nasdaq qui est lié aux valeurs, aux valorisations les plus élevées, regardez Amazon fait encore 45 fois les bénéfices malgré la correction, ça nous semble un peu plus fragile dans un environnement où les taux montent plus aux États-Unis qu'en Europe quand on compare les deux. Mais maintenant, ce qu'a dit Patrick est important aussi, c'est-à-dire que, les taux de marge sont toujours en train de remonter aux États-Unis, donc ça c'est quand même favorable à des earnings quand même qui se maintiennent bien, et donc on va rester à des taux réels toujours négatifs, quand bien même ce serait le scénario du marché et pas le nôtre qui se réaliserait aux États-Unis. Donc ça remet un petit peu quand même le curseur un peu entre les deux. Mais c'est vrai que sans doute qu'en Europe, les valorisations sont moins tendues, les taux vont moins remonter et le rattrapage croissance earnings est toujours un petit peu devant nous. Donc on est un petit peu à regarder ça. Et après sur les actifs réels, hein, ce que disait Patrick, c'est que globalement en général, hein, quand les
une banque centrale remonte ses taux, c'est pas forcément très favorable à l'immobilier, mais à partir du moment où les taux réels restent bas, c'est plutôt pas mal. Et inversement, en général, quand on remonte les taux d'intérêt, c'est plutôt des choses qui sont favorables au crédit, aux actifs risqués, parce qu'on remonte les taux quand l'économie accélère en général, hein, dans la plupart des cycles haussiers de taux. Là, c'est un peu différent, hein. Vous avez une économie qui est ralentie et une banque centrale qui retire son soutien. Ça, c'est pas très favorable quand même au spread de crédit, typiquement. Donc, on a pour le coup sur le crédit un petit peu plus de retenue aux États-Unis versus Europe de ce point de vue-là, où on voit bien que voilà, on est encore dans un phénomène, une fois encore, de rattrapage et une banque centrale un peu plus au soutien. Donc une allocation d'actifs qui n'est pas si marquée que ça entre les États-Unis et l'Europe en fonction des classes d'actifs, et surtout ce que disait Patrick, on va rester dans les taux réels négatifs, et donc ça, c'est plutôt favorable aux actifs réels et peut-être moins défavorable qu'on a envie de le dire sur l'immobilier. Oui, à nouveau, je ne suis pas sûr que les marchés, c'était un point que tu mentionnais, je ne suis pas sûr que les marchés aient complètement pris conscience de l'incroyable hausse des marges bénéficiaires aux États-Unis, qui est quand même beaucoup plus puissante comme Il faut lire instrument la de recherche soutien. Natixis. Oui, je ne suis pas sûr que c'est quelque chose, même quand je parle des investisseurs américains, ils n'ont pas vu ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait cette hausse incroyable des marges bénéficiaires, et donc il va tirer les bénéfices par action, etc. Et donc même le crédit américain, normalement, ne devrait pas souffrir autant qu'il souffre, quoi. Parce qu'il y a quand même ce soutien incroyable, les profits explosent, hein, on l'a vu tout à l'heure, donc on a vraiment vers le haut, quoi. Donc on a quelque chose qui va quand même être un facteur de stabilisation, même dans une économie qui ralentit, qui est extrêmement puissant, quoi. Bon, écoutez, on a sans doute fait le tour des questions les plus urgentes. Est-ce que nous avons d'autres questions? Pour l'instant, j'en ai pas d'autres questions, mais n'hésitez pas, on se disait un peu qu'on laissait un peu 5-6 minutes, vous me disiez 2 minutes pour les questions. Nous avons encore quelques minutes, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Donc, voyez les points, hein, l'inflation Como, elle va passer dans quelques mois sur un an en croissance négative. Grosse différence entre les marchés du travail US-Europe, qui explique la grosse différence sur les coûts salariaux. La question des marges aux États-Unis qui est centrale. La problématique banque centrale qui est compliquée, parce qu'à la fois il y a des économies qui ralentissent et des objectifs qui normalement ne sont pas compatibles avec une forte hausse des taux. Mais en Europe, ce n'est pas un énorme problème, parce que l'inflation sous-jacente va passer en dessous de 2 l'année prochaine. Aux États-Unis, ça peut être un vrai problème de conflit d'objectifs pour la Réserve fédérale. Et puis, quoi qu'il arrive, et même dans les scénarios les plus durs sur les banques centrales, des taux réels qui restent négatifs, ce qui crée quand même de la vraie résistance sur toutes les classes d'actifs réels, quoi, liées au taux d'intérêt réel à long terme. Peut-être que je termine un peu pour donner des chiffres, et puis s'il n'y a pas d'autres questions, on s'en tiendra peut-être là. Nous, voilà, encore une fois, sur les taux, vous avez compris, Banque centrale américaine, on est beaucoup plus prudent, BCE finalement aussi. Et donc, il semble qu'il y a quand même un certain mispricing du marché, moi, il nous semble, sur les banques centrales. Il y a peut-être aussi un peu d'excès d'optimisme regardant la crise russe, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il y a un mispricing quand même, il nous semble, dans la courbe des taux, même si nous, sur le Bund, on le voit en fin d'année autour de 0,85, on voit un taux américain qui passe les 2,30, qui va vers les 2,50. Donc, on a quand même cette hausse des taux-là, mais je crois que le plus important, encore une fois, c'est pour tous ces allocations d'actifs de regarder les taux réels. On est un peu aussi moins optimiste que le consensus sur les earnings, hein. Moi, l'idée, alors je disais, les taux de marge américains se maintiennent, mais il y a beaucoup de banques qui nous prévoient des earnings et des multiples à 2 chiffres sur les États-Unis. On a passé le pic, quoi, hein. Donc nous, qu'on ait une performance positive avec des earnings, voilà, ça peut être high single digit, c'est pourquoi pas 7, 8, 9, mais alors il y en a qui font 2 fois ça dans leur prévision, ça me semble un petit peu optimiste. Sur l'euro, Patrick l'a bien dit, hein, finalement on voit une petite appréciation de l'euro dans le futur. On retourne plutôt sur des 1,15, mais rien de violent, hein, parce que les différentiels de taux, en fait, il y a du mispricing des deux côtés. Donc, on n'est pas très, très marqué là-dedans. C'est plutôt du rebalancement, du risk-off qui nous semble important. Et puis, sur les prix d'énergie, vous avez sans doute lu ce qu'on raconte. On est quand même sur des prix d'énergie qui doivent revenir, modulo les primes de risque géopolitique qui sont vraiment très importantes, à mon avis, à regarder. Mais en tout cas, modulo ça doit revenir dans les clous. Voilà, je regarde s'il y a des questions, et s'il n'y en a pas, il y a une question sur l'Ukraine. Les impacts potentiels en cas de guerre en Ukraine. Moi, je commence
Et Patrick, tu auras sûrement un avis là-dessus. Ce qui est très clair, c'est que c'est un risk-off. Hein, donc évidemment, si vous avez une invasion cette semaine ou la semaine prochaine de l'Ukraine par la Russie, ce sera un gros événement risk-off. On voit bien que les valorisations des actions sont un petit peu fragiles. Hein, les mouvements de flux sur les actions laissent penser qu'on a une petite fragilité sur les flux. Donc ça pourrait quand même accélérer le sell-off sur des actions un peu tendues. Ça, c'est une évidence. Donc les Boon qui repassent en taux négatif, nous on a regardé un petit peu ça, on aurait sûrement 20-30 BP de Boon qui peut jouer à la baisse dans ce cas-là. Donc vous voyez bien qu'il y a un énorme mispricing entre le côté on price trop de hausse des taux et on met très peu de chance ou de probabilité sur un événement comme ça qui serait complètement à rebours du pricing actuel du marché. Donc évidemment, risk off, les actions baissent, l'or monte, elle est déjà en train de le faire, les taux qui baissent. Moi, j'ai quand même une vraie tendance à penser qu'on ne monte pas les taux en période de guerre. Et donc, ça remettrait vraiment, ça repousserait un petit peu l'accélération des normalisations de politique monétaire dans ce contexte-là. Ça, c'est pour le court terme, donc très risk-off. Après, encore une fois, l'Ukraine et même la Russie, le PIB de la Russie, c'est le PIB de l'Espagne. C'est pas un énorme truc dans les échanges pour l'Europe. C'est très peu dans les exportations européennes. On dit souvent que l'Europe importe 40% de son gaz russe. C'est faux. Depuis décembre, on est largement en deçà de ça. Et puis surtout, Joël Lancock a fait une étude récemment là-dessus, notre analyste sur le gaz naturel. On a énormément d'importations des États-Unis. 2/3 des cargos des LNG américains sont en train de détourner de l'Asie et vont maintenant 2/3 vont vers l'Europe. Et puis surtout, le pic de consommation du gaz en Europe, il est autour de mars. Donc on n'a pas tant de temps que ça à attendre pour que finalement la demande se normalise, même si on le sait, les stocks sont bas, etc. Donc je pense qu'à long terme, c'est pas un choc macro énorme, c'est un choc géopolitique sans doute avec des implications. Évidemment, c'est un choc de marché à court terme. À long terme, moi je suis pas persuadé que ce soit une grosse remise en cause du scénario macro. Oui, enfin juste 2 bricoles pour compléter ça. Sur le gaz naturel, s'il y avait un embargo complet sur le gaz russe, compte tenu des approvisionnements alternatifs que l'Europe pourrait mobiliser, il manquerait à peu près 10% du gaz européen. Ce qui est quand même un gros problème, quoi. Je veux dire, donc on aurait probablement une récession en Europe, uniquement parce qu'on serait obligé de couper un certain nombre de fournitures d'électricité, quoi. Et puis, c'est un effet en relatif, c'est que la France est le deuxième pays le plus impliqué en Russie par ces entreprises. Ils avaient, je crois, 35 entreprises du CAC 40 qui opèrent en Russie. Donc, c'est le deuxième plus gros pays investisseur en Russie de la planète. Donc, il y a un biais défavorable à la France, en particulier sur le marché action, au cas d'embargo ou de grandes tensions avec la Russie, puisqu'on a beaucoup d'entreprises françaises qui opèrent en Russie. Donc c'est quelque chose qui affecterait davantage le marché français que les autres marchés actions. Il faut aussi dire que ça désavantagerait encore plus l'économie russe. C'est-à-dire que les exportations de l'Europe vers la Russie, c'est 4,7%. Les exportations russes vers l'Europe, c'est 37% des exportations de la Russie. Encore une fois, les importations de la Russie en provenance d'Europe, c'est 4,8%. Donc on a un truc, ça ressemble un peu au Brexit, toujours pareil. Donc c'est pas pour rien que Poutine va voir les Chinois pour pouvoir sans doute lui, ils veulent leur vendre son gaz, son pétrole. Mais il y a un choc qui serait terrible sur la Russie aussi. Il y a l'autre côté du conflit aussi. Okay. Il y avait une dernière question sur la Banque d'Angleterre. Effectivement, est-ce qu'elle est trop agressive compte tenu de l'état de l'économie et l'endettement des ménages? Je commence, puis Patrick, peut-être on peut finir par ça. Sur le Brexit, ce qu'on voit quand même beaucoup, on a eu ce fameux rattrapage. C'est quand même une économie qui a eu une récession de plus de 9% en 2020, qui rebondit très fortement, 7,5% en 2021. Mais en fait, on revient sur des niveaux de PIB. En décembre, on est encore inférieur au niveau pré-Covid, donc on est quand même vachement encore dans ce rattrapage. C'est pour ça que la Banque d'Angleterre, pour moi, elle me semble assez agressive, c'est-à-dire qu'il faut voir où ça se stabilise, tout ça. En revanche, là où elle a raison, la Banque d'Angleterre, pour moi, c'est qu'on retrouve en Grande-Bretagne exactement le même phénomène que les États-Unis en termes de marché du travail. C'est-à-dire qu'en termes de marché du travail, l'Angleterre est clairement plutôt du côté des États-Unis, je vais arrêter, que de l'Europe. Et en termes de tension et de mismatch, de gens qui sont partis du marché du travail, notamment côté femmes, on est clairement là-dedans. Donc les tensions du marché du travail, probablement que les salaires vont rester plus sous tension en Grande-Bretagne qu'en Europe. Oui, la Grande-Bretagne, la tension de marché du travail, elle n'a pas la même origine qu'aux États-Unis, c'est le Brexit, quoi. Je veux dire, il manque 300 000 Européens depuis 5 ans maintenant, depuis le référendum, chaque année, en termes d'immigration vers le UK.
Donc ça finit par faire énormément de déficit d'immigration qui a fait baisser considérablement le taux d'emploi, hein, et la population active au Royaume-Uni. Et donc le Royaume-Uni est un pays un peu vertueux, mais je crois que c'est un pays qui est vraiment en risque de stagflation, hein, c'est-à-dire c'est sur inflationniste avec une tension extrêmement forte sur le marché du travail et en même temps une croissance relativement faible. Et d'abord parce qu'il y a des pertes de pouvoir d'achat des salaires, et ensuite parce qu'il y a eu cette chute tout à fait considérable des exports du Royaume-Uni vers l'Europe, qui n'a pas du tout été compensée par des exports vers le reste du monde. Donc c'est sans doute la seule économie qui est probablement assez fortement en régime de stagflation. Et ça, c'est le plus horrible pour une banque centrale. D'ailleurs, le communiqué de la Banque d'Angleterre était assez particulier, parce que quand ils ont monté les taux pour la deuxième fois, ils ont dit il y aura peut-être besoin d'un dernier ajustement, ce qui laisserait passer le message que le taux terminal au Royaume-Uni est de 0,75, quoi. Donc, faut pas conclure que la Banque d'Angleterre est devenue extrêmement restrictive, hein. Mais ils ont vraiment en face d'eux une économie en stagflation, et c'est ce que détestent le plus les banques centrales. Les exportations de la Grande-Bretagne vers l'Europe l'année dernière, c'est moins 18%. Donc, il y a eu toutes les histoires de contrôle, de goulot d'étranglement, etc. Mais fondamentalement, encore une fois, hein, on l'a dit avant que ça ait eu le Brexit, mais on va le voir mois après mois, le principal partenaire commercial de la Grande-Bretagne, c'est l'Europe, et les échanges sont en baisse drastique. Donc, pour l'instant, on ne remplace pas les ventes en Grande-Bretagne par les ventes vers la Nouvelle-Zélande. Donc, il n'y a pas de balancement, hein, pour l'instant. Donc, situation compliquée pour nous, pour que la Banque d'Angleterre aille aussi loin que le pricing du marché. Pour nous, ce sera un entre-deux entre la Fed et la BCE. On s'en tient peut-être là. Bon, Je vois qu'il n'y a plus de questions. merci à tous de votre temps. Si vous vient des questions plus tard, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. Nous ferons un plaisir de répondre. Et merci à Merci nouveau de de vos votre présences temps ce nombreuses. matin. Merci beaucoup. Merci.